D'accord, tout le monde. Nous avons encore un invité de marque et c'est une première dans l'émission, le professeur Jiang. C'est la vedette de la chaîne YouTube Predictive History. Il utilise la théorie des jeux pour analyser le passé, le présent et prédire les futurs événements géopolitiques. Et il nous rejoint maintenant. Professeur, ravi de vous avoir. Ravi de vous voir, monsieur. Merci de m'avoir invité. Oui, bien sûr. Alors, vous savez, pour les gens qui ne connaissent pas votre travail, je voulais montrer qu'en 2024, vous avez fait 3 grandes prédictions. Un, que Trump gagnerait. 2, qu'il déclencherait une guerre avec l'Iran. Et 3, que les États-Unis perdraient cette guerre. Écoutons cela. Dans ce cours, ce semestre, je fais 3 grandes prédictions, d'accord? La première est que Trump va gagner en novembre. La deuxième est que les États-Unis entreront en guerre contre l'Iran. Et la troisième grande prédiction est que les États-Unis vont perdre cette guerre, un événement qui changera à jamais l'ordre établi mondial. Alors, évidemment, cette dernière est la seule qui ne s'est pas encore réalisée. C'est une prédiction assez stupéfiante. Vous savez, la maintenez-vous et qu'est-ce que vous avez vu jusqu'ici qui vous amène à rester ferme sur cette conclusion? Alors, étant donné mon analyse de la progression de la guerre, je pense que l'Iran a bien plus d'avantages que les États-Unis. La réalité, c'est qu'en ce moment, c'est une guerre d'usure entre les États-Unis et l'Iran. Et les Iraniens se préparent depuis 20 ans à ce conflit dans leur eschatologie, dans leur religion. C'est une guerre contre le grand Satan. Ils ont fait beaucoup d'essais. En juin dernier, il y a eu une guerre de 12 jours où les Iraniens ont pu examiner et analyser les capacités de frappe des Israéliens et des Américains. Et ils ont eu beaucoup de temps, 8 mois, pour se préparer pleinement à cette nouvelle attaque. Par leurs intermédiaires, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas et les milices chiites ont pu, vraiment saisir la mentalité américaine. Et maintenant, ils ont une assez bonne stratégie sur la façon d'affaiblir et finalement détruire l'Empire américain. Donc, ce que les Iraniens font, c'est qu'ils ne font pas, ils mènent une guerre contre toute l'économie mondiale. Et donc, ils frappent les pays du CCG, et non seulement ils frappent les pays du CCG, les bases américaines, ils s'en prennent aux infrastructures énergétiques critiques de ces bases. Ils bloquent le détroit d'Ormuz et finalement, ils s'en prendront aux usines de dessalement de l'eau qui sont vitales pour ces nations car elles n'ont pas de réserve d'eau douce. En fait, les usines de dessalement de l'eau fournissent 60% de l'approvisionnement en eau du CCG. Alors, si un drone, et vous savez, ces drones coûtent $50 000, s'il détruisait une usine de dessalement à Riyad, en Arabie saoudite, et c'est une ville de 10 millions d'habitants, n'est-ce pas? Il n'aurait plus d'eau en 2 semaines, en 2 semaines. Et en ce moment, les Iraniens ont de facto fermé le détroit d'Ormuz. Et le CCG tire 90% de sa nourriture du détroit d'Ormuz. Donc, je sais que beaucoup de gens parlent des perturbations de l'économie mondiale, mais là, les Iraniens menacent en fait l'existence même de l'Arabie saoudite, des Émirats, de Bahreïn, du Qatar. Et ce qui est important, c'est que les États du Golfe sont vraiment le pivot de l'économie américaine. Ce qu'ils font, c'est vendre des pétrodollars, puis ils recyclent ces pétrodollars dans l'économie américaine via des investissements en bourse. Et à l'heure actuelle, nous savons que toute l'économie américaine est soutenue par les investissements dans l'IA et les centres de données, et cela provient en grande partie des États du Golfe. Donc, si les États du Golfe ne sont plus en mesure de vendre du pétrole, ni de financer cette bulle de l'IA aux États-Unis, alors cette bulle de l'IA éclatera et avec elle, toute l'économie américaine s'effondrera. Elle, qui n'est en réalité qu'une chaîne de Ponzi financière, n'est-ce pas? C'est donc une situation désastreuse à laquelle les Américains sont confrontés actuellement. Oui, pour abonder dans votre sens, monsieur, un centre de données d'Amazon a été frappé aux Émirats et maintenant les géants de la technologie qui voyaient les Émirats comme un pôle d'investissement majeur pour les centres de données avec une énergie peu coûteuse et abondante vont probablement revoir leur position. On voulait aussi vous parler des munitions. On peut afficher ceci à l'écran. Les États-Unis font la course pour accomplir leur mission en Iran avant de manquer de munitions. Cela concerne surtout le calcul des intercepteurs. Il y a une vidéo célèbre d'hier en Israël montrant un seul missile balistique iranien qui est la cible d'environ 11 intercepteurs différents. Ils échouent tous et la plupart
viennent des États-Unis, sans parler de toutes les différentes bases dans les pays du CCG dont vous venez de parler et de l'asymétrie des coûts. C'est 1 million de dollars par missile et des dizaines de millions par intercepteur dans certains cas. Avec cet épuisement des munitions, comment cela change-t-il la donne mondiale? Vous êtes en Chine et une grande partie des stocks américains en Asie devront probablement être sacrifiés si cela devait continuer. Quel impact cela aura-t-il sur la situation mondiale? Bien. Mon premier point est que l'armée des États-Unis n'est pas conçue pour mener une guerre du 21e siècle. Rappelez-vous, le complexe militaro-industriel est né après la Seconde Guerre mondiale et a été conçu pour la guerre froide. Et la guerre froide consistait surtout à montrer ses muscles, à savoir qui était capable envoyer des gens dans l'espace, qui n'a pas été le premier à poser un homme sur la Lune, qui avait les systèmes de missiles plus complexes. Et donc, toute la stratégie militaire américaine repose sur une technologie très sophistiquée qui coûte très cher à construire. Et c'est ce qu'est le système de défense aérienne américain essentiellement. Et c'est pourquoi on voit cette asymétrie, comme vous le dites, dans cette guerre où vous avez ces missiles à 1 million de dollars tentant d'abattre ces drones à 50 000 dollars. Et ce n'est pas viable sur le long terme. Et donc, ce que nous voyons, c'est vraiment la fin de l'aura d'invincibilité et d'infaillibilité qui a soutenu l'hégémonie américaine ces 20 dernières années, surtout après l'effondrement de l'Union soviétique. Et c'est vraiment une réorganisation non seulement de l'économie mondiale, car cela signale la chute du pétrodollar et avec elle, tout le système de monnaie de réserve basé sur le dollar américain, mais aussi l'hégémonie mondiale des États-Unis. Nous allons vers un monde multipolaire. Professeur, ce matin, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a été interrogé sur d'éventuelles troupes au sol en Iran. Il a refusé d'exclure cette possibilité. Il a dit, vous savez, oh, eh bien, nous n'allons pas vous dire ce que nous ferons ou non. Nous ne voulons pas, vous savez, exclure quoi que ce soit. Nous ferons le nécessaire. Pensez-vous que l'Amérique finira par envahir l'Iran par voie terrestre, puisqu'il devient déjà assez clair qu'ils ne pourront pas atteindre l'objectif de changement ou d'effondrement du régime en utilisant uniquement la force aérienne? Exactement. Tout le monde dit que la pire calamité qui pourrait arriver aux États-Unis serait d'envoyer des troupes au sol en Iran. En même temps, les États-Unis s'engagent pour un changement de régime en Iran. Nous n'avons jamais eu de précédent dans l'histoire où l'on a pu changer de régime uniquement par les airs. Il faut des troupes au sol. Et donc, malheureusement, ce qui va se passer ces prochains mois, c'est que la pression va monter sur l'Amérique pour envoyer des troupes, surtout de la part des pays du CCG et d'Israël, qui sont pilonnés en ce moment par les Iraniens. Rappelez-vous que si les pays du CCG, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, Bahreïn, s'ils tombent, alors le pétrodollar tombe avec eux. Donc, les Américains doivent protéger ces pays et ces pays vont exiger que soit les Américains soudoient les Iraniens pour qu'ils cessent. Et c'est environ 5 000 milliards de dollars d'indemnités. D'accord? Soit envoyer des troupes au sol pour éliminer la menace iranienne une fois pour toutes. Et je sais qu'il n'y a aucune volonté politique pour utiliser des troupes au sol contre l'Iran parmi le peuple américain, mais rappelez-vous que 78% des Américains étaient contre les frappes initiales contre l'Iran en premier lieu. D'accord. Et l'une des choses qui est vraiment remise en question, je pense, avec tout cela, monsieur, quand on regarde le tableau géopolitique et les sacrifices dans tout ça, de la part des États-Unis au nom d'Israël, c'est un peu la question de savoir qui voulait ça. On était curieux d'avoir votre avis sur un rapport contesté ici du Washington Post. On peut l'afficher à l'écran. F3, une pression des Saoudiens. Israël a poussé Trump à attaquer l'Iran. Or, cela a été contesté en interne par l'Arabie saoudite, disant qu'ils n'ont pas poussé Trump à attaquer l'Iran. Cependant, c'est clairement une fuite autorisée de notre gouvernement pour essayer d'en rejeter la faute sur le CCG. Que pensez-vous de cette analyse et de ce récit selon lequel l'Arabie saoudite essayait aussi d'être derrière cette poussée pour bombarder l'Iran? Alors, j'ai toujours soutenu que l'Arabie saoudite et Israël sont très investis dans un changement de régime en Iran. En fait, l'Arabie voit l'Iran comme une crise existentielle plus qu'Israël, car Israël a toujours l'arme nucléaire et Israël a une économie très diversifiée, très sophistiquée, alors que l'Arabie saoudite dépend totalement du pétrole et elle a toujours eu des problèmes avec l'Iran, car l'Iran est une théocratie opposée à
la monarchie saoudienne. L'Iran finance et équipe les Houthis qui ont été hostiles envers l'Arabie saoudite depuis très longtemps. Et en ce moment, l'économie saoudienne souffre. Elle essaye de pivoter vers une économie plus touristique. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Ronaldo, c'est pour ça qu'ils passent à l'e-sport. C'est pour ça qu'ils construisent ce qu'ils appellent The Line, Neom. Et tout ça ne marche pas. Donc, ils doivent être capables de contrôler les ressources pétrolières de tout le Moyen-Orient s'ils veulent survivre en tant que nation. Donc, je pense que ce rapport est crédible, même si ça donne une mauvaise image de l'Arabie. Mais n'oubliez pas, l'Arabie saoudite dit qu'elle voulait la paix, mais elle aide les Israéliens et les Américains à attaquer l'Iran car ils permettent aux Israéliens et Américains d'utiliser leur espace aérien. Aidez-nous à comprendre, car j'ai toujours l'impression qu'il y a des pièces qui ne collent pas tout à fait. Avant cette guerre contre l'Iran, de hauts gradés militaires jusqu'au chef d'État-major des armées disaient « c'est une très mauvaise idée. On n'est pas prêt pour ça, vous savez. Tous les calculs sur les intercepteurs dont on parle depuis des mois maintenant. Et pourtant, Trump a décidé d'y aller. Quel est le calcul qu'il a fait ici, qu'il a poussé à prendre ce qui déjà semble être des actions catastrophiques? D'accord, c'est la question clé. Pourquoi font-ils ça? Je pense qu'il y a 3 possibilités et je pense qu'elles sont toutes valables. La première, c'est l'idée d'orgueil. Regardez l'histoire. C'est ainsi que les empires agissent. L'enlèvement de Muro a été rapide, réussi et ce fut une montée d'adrénaline pour Trump, ce qui l'a rendu trop confiant dans les capacités de l'armée américaine. Donc, l'orgueil est un facteur et on le voit à travers l'histoire. Pourquoi Hitler a-t-il envahi Staline? Parce qu'il avait conquis l'Europe très facilement et se croyait invincible, n'est-ce pas? Et cela a mené à la destruction de l'armée allemande en Union soviétique. L'orgueil est donc un facteur. Ensuite, il faut regarder le calcul politique interne où même si l'Amérique ne profite pas de cette guerre contre l'Iran, Trump lui-même en profite personnellement. Pourquoi? Car les Saoudiens et les Israéliens le soudoient pour eux attaquer l'Iran. Rappelez-vous que les Saoudiens ont investi 2 milliards de dollars dans le fonds de Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, et les Israéliens, via Myriam Adelson, ont financé la carrière politique de Trump. Bon, Myriam Adelson, il y a quelques mois, a dit qu'elle donnerait 250 millions si Trump faisait un 3e mandat. Trump reçoit donc beaucoup de soutien financier et politique des Saoudiens et des Israéliens. Rappelez-vous aussi que si cette guerre tourne mal et que Trump est forcé d'envoyer des troupes au sol, il obtiendra sûrement l'aval du Congrès et cela lui donnera des pouvoirs de guerre d'urgence qui lui permettront d'influencer les élections de mi-mandat. Trump pense à un 3e mandat et je pense que par les urnes, il ne l'aura probablement pas. Mais s'il y a une guerre en cours et qu'on peut retarder les élections avec des pouvoirs de guerre d'urgence et que les gens se rallient au drapeau, alors il obtiendra probablement un 3e mandat. Et le dernier facteur qui est très important est le facteur eschatologique, où, si l'on regarde les dossiers Epstein, il est clair que nous sommes dirigés par des sociétés secrètes. Il est clair que le monde est dirigé par ces individus qui ont beaucoup de pouvoir. On ignore qui ils sont. Mais ils contrôlent l'armée, ils contrôlent l'appareil de sécurité nationale. Et ces gens, il y a différents noms pour ces gens. On peut les appeler Illuminati. Et les Illuminati sont composés de 3 grands groupes. D'accord? Il y a les jésuites qui contrôlent le Vatican. Il y a les sabbataïstes franquistes qui contrôlent l'Israël moderne aujourd'hui. Il y a les francs-maçons qui contrôlent l'appareil de sécurité nationale des États-Unis. Et ils croient qu'Israël, cette guerre au Moyen-Orient, est la clé de la fin des temps pour créer le paradis sur Terre. Donc, c'est presque comme un scénario qu'ils suivent, même si cela n'a aucun sens géopolitique. Bon, je dirais que ces 3-là sont les meilleures raisons pour lesquelles cela arrive. Wow! Eh bien, monsieur, j'espère que vous reviendrez. C'était très instructif, je pense, pour nous deux. Nous apprécions beaucoup votre temps. Merci. Merci. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le j'aime